Ce jeudi 15 octobre 2020, des malfrats ont fait irruption chez elle, l'ont ligotée, prise de panique, cette dernière est morte, étouffée. Les précisions dans ce journal. Et à Douala, c'est un jeune homme qui perd la vie après avoir été copieusement tabassé par une foule en furie. Il a été surpris en flagrant délit de vol dans un quartier non loin de PK14. Le témoignage de quelques membres de sa famille dans ce reportage. Et puis à Bafoussam, une jeune fille de 13 ans perd la vie après avoir été violée et assassinée par son père. Le présumé violeur assassin a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre. Les précisions de ce drame dans ce reportage grâce à notre correspondant depuis la ville de Bafoussam à l'ouest du pays. Voilà pour les titres de votre journal. Le développement dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du 19h45. Et nous vous l'annoncions en titre, drame, assassinat à Idéa 1er dans le département de la Sanaga-Maritime. Une dame, Anne Diké, perd la vie après avoir été assassinée par des malfrats qui ont fait éruption chez elle, prétendant vouloir acheter la viande de porc. Cette dernière a été ligotée. Elle a succombé à ses blessures après un étouffement. Les précisions de ce drame dans ce reportage que nous proposent Jean Jamayena et Jean Blestonier. Des populations du village Apou, petite localité située entre l'arrondissement d'Idéa 1er et la ferme suisse dans le département de la Sanaga-Maritime, sont dans la consternation totale. Dame Bissaï Anne, épouse Njak Seke, n'est plus âgée de 57 ans. L'infortuné n'a pas pu résister aux trois malfrats qui l'ont ligoté, fermé la bouche à l'aide d'une étoffe et dépouillé cette dernière de ses biens avant de fondre dans la nature. C'est là où on trouve que la maman est carrément ligotée. Et on a mis un bâillon sur la face, le nez. Donc elle est certainement morte d'étouffement. C'est à ce moment-là qu'elle chauffait tellement encore. Je me suis dit qu'on pouvait réanimer, ramener à la vie, rien. Donc maman est morte dans ces circonstances. Là on a commencé à dépêcher les personnes un peu à gauche et à droite pour essayer de retrouver les inconnus. Que nous-mêmes, quand nous sommes arrivés, pour vous dire vrai, on a vu des personnes, 3 personnes qui marchaient un peu suspectes. Elles allaient vers derrière. Donc c'est le bruit de notre arrivée certainement qui les a mis un peu de pression. Ils ont fouillé la maison, ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre, mais je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Nous sommes dépassés comme cela. C'est une maman qui était, comme vous voyez, toute la population là, c'est justement parce qu'elle était pleine de vie, on ne pouvait pas s'attendre à cela maintenant. De retour d'une course du côté du centre-ville d'Idéa, ce jeudi matin, 15 octobre 2020, et une fois à son domicile, Dame Bissaï Anne a trouvé 3 messieurs au niveau de sa véranda, prétendant venus acheter du porc auprès de son mari. Elle nous a dit qu'elle partait sur Idéa avec sa voiture. Elle est partie, elle est rentrée dans de bonnes conditions. Parce que mon épouse était là, elle est maîtresse juste ici, mais elle n'est pas partie ce matin parce qu'elle ne se sentait pas bien. Donc il y a 3 messieurs, dit-on, qui étaient sous la pluie depuis, ils disent qu'ils nous attendaient. Question qu'ils voulaient les porcs, parce que papa est un éleveur. Ils voulaient les porcs. Alors la maman leur a donné la place à sa véranda. Mais avec mon épouse, bien sûr, ils ont discuté avec ces derniers. Après, mon épouse est repartie à la maison, juste à côté, pour m'appeler au téléphone, disant que comme tu avais le père, il y a des personnes qui vous cherchent ici, là. Mais selon ces personnes, elles prétendaient qu'elles venaient seulement prendre l'information, puisque c'est même pas elles-mêmes qui voulaient le porc. Informé, le sous-préfet d'Idéa 1er et le commandant de la brigade sont descendus sur les lieux pour témoigner des faits. Et sur place, une enquête a été ouverte afin de rattraper ces présumés assassins qui, aussitôt commis leur sale besogne, ont pris la poudre d'escampette. La dépouille de Bissaï Anne, épouse Njak Seke, a été déposée à la morgue de l'hôpital de Lokbele
devant une foule en larmes du village à Pou. Triste journée pour cette famille à Edéa Premier dans le département de la Sanaga-Maritime. Et toujours dans les registres de faits de société, cette fois-ci à Douala, c'est un jeune homme qui a été copieusement tabassé par une foule en furie. Il est accusé de vol et supplie en plein délire. Il a succombé à cette mesure à quelques kilomètres du quartier PK14. C'est à Douala, capitale économique du Cameroun. Les précisions de Jean Mayena et Patrice Foucault dans ce reportage. C'est devant cette boutique, au quartier PK14 à Douala, non loin du marché, que ce jeune homme a finalement rendu l'âme. J'ai appris que c'est un bandit qu'on a tabassé ailleurs et il est venu mourir ici. C'est tout, tout ce que je connais. Je n'ai même pas encore vu sa face. Les King, puisqu'il s'agit de lui, aurait subi les affres d'une population en furie après avoir été surpris en flagrant délit de vol dans un quartier voisin avant de succomber à ses blessures quelques minutes plus tard. Je suis arrivé là, j'ai trouvé un corps. Bon, j'ai pensé que c'était un fou, il passait aussi, oui. Je suis rentré au travail. Après, il ressort, il trouve qu'il est en train de marcher, il traverse, parce qu'il s'est couché à la boutique, il y a une boutique là, il s'est couché là-bas. Après ça, je suis parti me coucher, puisque le travail commence à 6h. À 6h, je me suis réveillé, je vois la masse, pas, je vois, il est couché tout là, il respire, il respire, il demande de l'eau. On a donné de l'eau, apparemment, il est empoisonné. C'est quand on a donné de l'eau qu'il est mort. On l'a tapé, il est blessé. On a tapé sur le gars. Certains membres de sa famille n'ont plus revu l'infortuné depuis près de mois. Et c'est aux premières heures de ce mercredi 15 octobre 2020 que la nouvelle du décès de ce jeune débrouillard, la trentaine dépassée, est tombée. On sort d'un deuil comme ça là. Je me suis séparé avec lui, ça fait, disons, 3 semaines aujourd'hui. Il m'a laissé au village. Moi, je suis rentré ce lundi-ci. Et c'est hier que la dernière fois que j'ai causé avec lui, hier dans le téléphone, il m'a parlé de l'accident qui s'est passé ça 11. Et jusqu'à il y a 2 personnes qui sont mortes. C'est là où on s'est arrêté. Quand on est à la maison et qu'il y a les autres qui sortent, qui montent, qui descendent, bon, tout peut arriver là-bas dehors. Donc c'est comme ça. C'est un petit que j'essayais souvent de parler. Certains d'entre eux, de faire attention comme ils se baladent dans la nuit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que logiquement, on peut dire qu'il était volé, mais alors que c'est pas ça. Hein? Ça peut être un autre retour de quoi que ce soit. Bon, je ne sais pas. La dépouille du jeune King a été déposée dans une morgue de la place, ce en attendant l'enquête qui a été ouverte. Et toujours en fait de société, cette fois-ci à Bafoussam, insensible s'abstenir. Les images sont choquantes aussi. Il s'agit de la petite Aïcha, âgée de 13 ans, qui a été violée et assassinée par son père, son géniteur. Le corps inerte de la jeune fille a été retrouvé dans la concession familiale. Ce dernier, l'assassin présumé, a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre qui sont descendues sur les lieux. Une fois de plus, Jean Mayena et Yabé Kwamo. Ce sont les cris et les pleurs de la fillette victime provenant de la chambre de cette concession familiale, 6 au quartier Tongang, à Bafoussam, qui ont alerté le voisinage. Et à l'arrivée, le scénario vécu par les voisins est celui à couper le souffle du corps sans vie de la petite Aïcha, à peine 13 ans, violée et assassinée par son propre géniteur. Ce matin, le monsieur, il a donc tapé sur l'enfant toute la nuit, il violait l'enfant, selon ce qu'on a constaté.
Et après il a tabassé. Mais bon, l'enfant, on a compris les buts. La femme l'a crié, nous sommes sortis. On est arrivé maintenant. Il a porté même que la machette. Il voulait chasser. C'est par force maintenant que la femme est entrée. Elle a vu le corps de l'enfant. On a commencé, les gens du quartier ont commencé à le menacer. Il a dit que les enfants sont, qu'il est rentré, il mettre 200 francs dans la chambre. L'enfant a pris. Bon, l'enfant a pris. On dit, mais donc tu tapes l'enfant comme ça jusqu'à le tuer à cause de 200. Donc il dit qu'il a tapé l'enfant parce que l'enfant a pris 200. Alors que bon, la police est venue maintenant constater qu'il a violé que l'enfant. Et c'est de justesse que le présumé violeur assassin a échappé belle à la foule du quartier Tongang, décidé d'en découdre avec le père de la désormais la défunte Aïcha, fille aînée d'une fratrie de 3 enfants qui vivait avec son papa après le divorce avec sa maman. La mère de l'enfant n'est pas là. Il a chassé la mère de l'enfant depuis c'est lui il vit qu'avec les enfants seuls. Mais les petits, il vit avec les 3 enfants là. Oui, les plus petits là sont un peu chez le voisin là-bas. L'enfant que tu as accouché, tu menaces les mères parce que tu aimes les enfants. Donc tu aimes les enfants plus que la mère. Maman, ton enfant avait la douleur. Il est mort de vous dit que c'est la douleur. C'est la douleur. Parce que étant que c'est l'enfant, il bastonne l'enfant et il pénètre l'enfant avec la douleur et il dit tu ne dois pas crier. Elle est dedans comme ça avec la douleur, il est sur l'enfant. Mais elle n'a plus la force. Lui-même a dit le matin qu'elle a dit que je suis fatiguée. Si c'est ta femme, la police a dit. Il porte le corps maintenant, il l'a pas arrangé. Il avait le sperme le matin. À 6 heures, on a même torché. Moi-même, j'ai. Et c'est grâce à l'intervention musclée des éléments de la police judiciaire que ce dernier a eu la vie sauve. La police protège les démons de l'homme, frère. Ça, ce n'est pas quelqu'un à protéger. Non, ça, ce n'est pas quelqu'un à protéger. Ça, ce n'est pas quelqu'un à protéger. Ça, ce n'est pas quelqu'un à protéger. Ça change quoi? Élève en classe de 5e au lycée bilingue de Tongang, dans le chef-lieu de la région de l'Ouest, la petite Aïcha ne verra plus ses camarades de classe. Son corps a été déposé dans une morgue à Bafoussam. Une enquête est ouverte au niveau de la police judiciaire, où le papa présumé violeur assassin médite actuellement son sort. Très dur pour la famille. Et une qui a échappé à ces actes ignobles, c'est la petite Joyce au quartier Edimoa, en Konsamba 2e, dans le département du Mungo, commissionnée par sa grand-mère pour acheter du pain. Elle a été stoppée sur le chemin du retour par des bandits. Ceux-ci ont essayé de la kidnapper en vain. Cette élève du coût moyen 2e année. Les précisions et les récits des faits avec Jean Jamayena et Château Ballon. Ah, ça va. Tu pleures encore, Joyce? Tu pleures encore comment? Je suis à côté, non? Ça va. C'est comment encore? N'aie pas peur, personne ne t'arrête. C'est encore traumatisée et toute fondue en larmes que la petite Joyce tente de relater la scène dont elle a vécu ce matin au quartier Djogmoa, dans le 2e arrondissement de la ville de Konsamba. Il y avait les gens, ils attendaient que j'arrive ici là en route à Ismam. Ils ont dit que je dis ma fille, je te donne le bonbon, tu pars à Paris avec moi, t'achètes tout ce que tu veux. J'ai dit non. Après ils m'ont tiré le doigt, ils m'ont cassé. Les gens sont venus, ils ont fui. Ils ont fui entrer dans la voiture. Tu les remarques? Je ne peux plus remarquer. Tu les as jamais? 4 garçons trop grands, ils étaient eux tous noirs. Ils étaient avec un masque noir, chacun un masque noir. Il y avait un qui volait, il y avait un qui avait la machette. Ils sont venus, ils ont fui. Commissionnée par sa grand-mère
pour acheter du pain dans une boutique du quartier située à quelques mètres du domicile familial. Sur le chemin de retour, la petite Joyce, âgée de 10 ans, est tombée sur des badauds qui ont tenté en vain de kidnapper cet élève du cours moyen 2e année. Joyce sera sauvée par un passant qui va intimider ces malfaiteurs. Ce matin, je suis restée là, elle est venue en larmes avec le doigt. Elle dit que regarde mon doigt. Les gens là m'ont tiré quand je rentrais prendre du pain. J'ai d'abord cru que c'était les blagues. Après, elle pleurait, les lèvres gonflées, elle tremblait. Elle me dit que quand elle descendait jusqu'à Ismam, elle a trouvé, les gars là sont descendus, donc c'est comme s'ils étaient un peu devant elle. Ils se sont arrêtés, alors l'interpeller, que viens chercher le bonbon, et puis on va t'amener à Paris. Elle a dit non, ils ont attrapé son doigt, que signer sur le doigt, parce que quand elle me montrait, le doigt faisait mal, on a essayé seulement de l'aider à tirer. Elle dit qu'ils ont signé sur le doigt, elle a crié. C'est quelqu'un qui a dit que laissez l'enfant là. Et puis, ils ont lâché sa main et entré dans la voiture parti. Que voulait-il faire de la petite Joyce, à qui ces malfrats ont promis un voyage à Paris? Que sont-ils réellement? Des questions et bien d'autres encore qui alimentent des conversations au quartier Djogmoa, en Konsamba 2e, où la vigilance doit être redoublée. C'est comme ça que je suis allé dire au quartier, au président, que l'affaire qu'on entend là, ça vient déjà. Hein. S'ils viennent jusqu'à... C'est à 7h15 que j'ai envoyé l'enfant pour acheter le pain. Et mouvement d'humeur, cette fois-ci à Douala, dans un hôtel UP de la capitale économique du Cameroun. Le personnel de cet établissement hôtelier réclame plusieurs mois de salaire impayé et de mauvaises conditions de travail. Cette manifestation a mobilisé la présence des forces de maintien de l'ordre. Retour sur cette manifestation avec Frédéric Montomé et Patrice Foucault. Les enfants sont là, ils ne sont pas encore inscrits. Nous on fait comment? Pancarte de revendication à la main, ces hommes et femmes employés de cet hôtel UP de la capitale économique Douala, situé au quartier administratif de Bonanjo, ont manifesté leur ras-le-bol ce jeudi matin. C'est un processus qui a commencé depuis plus de 4 mois aujourd'hui. Nous avons des arrêts de salaire qui datent déjà à 8 mois. Alors déjà à 3 mois, nous avons été à l'inspection et nous avons tenu une réunion avec le directeur de cet hôtel, M. Mamoudou Fadji, notre directeur, et il nous a promis que tout devait s'arranger. Nous avons espoir. Donc, nous allons continuer à travailler. Une reprise du travail du personnel qui était sans compter avec la pandémie Covid-19 qui a obligé une baisse d'activité et même une fermeture des établissements hôteliers. Seulement, avec la rentrée scolaire, les grévistes disent ne plus savoir à quel sens se vouer. Notre situation n'est pas liée au Covid. Avant le Covid, nous avons déjà des arrêts de salaire. Et a entrepris des négociations avec l'inspection du travail. On a convoqué plusieurs fois. Il a tenu plusieurs promesses. Jusqu'à récemment, il nous a promis qu'avant la rentrée, il devait nous donner, au moins pour la pension de nos enfants, 3 mois de salaire. Nous avons entendu jusqu'au jour de la rentrée qui était le 5. Rien n'est arrivé, rien n'est fait. Nos enfants étant à la maison, ces enfants sont à l'école. Nous avons compris que c'est le mépris et c'est une banque de volonté, à la limite une méchanceté. Au-delà des aérés de salaire, plusieurs autres griefs sont portés contre le patron de cet établissement hôtelier et mis sur la place publique par ses employés en colère et qui ont par ailleurs barricadé l'entrée principale de l'hôtel qui les emploie. Mais aujourd'hui, quand nous sommes là, il y a des malades, il y a des départs en retraite non payés, qui sont même malades à l'hôpital, les accidentés, hein? Les avantages liés à la société. Quand tu as même tu as droit à 200 000 par exemple, il y a au moins 6 personnes ici que les mamans sont mortes, les papas sont morts. On n'a pas reçu le moins de 5 francs. Ça fait 8 mois aujourd'hui. Ça c'est le 9e mois. Nous, l'assurance, rien. Même les bons de pharmacie, que c'est notre argent. Tout est annulé. Rendu sur le site, toute tentative de rencontre avec la direction générale afin d'obtenir sa version des faits s'est avérée infructueuse.
Cependant, les manifestants pacifiques appellent à l'arbitrage des pouvoirs publics. Nous demandons secours aux autorités administratives, sous-préfet, préfet, gouverneur. Si oui, pourquoi pas la présidence de la République peut intervenir, puisque nous sommes légers. C'est notre seul moyen de s'exprimer ici. Nous sommes légers pour rien. On ne va pas venir détruire. Nous sommes venus manifester notre mécontentement. Au moment où nous quittions les lieux, les FMO, forces de maintien de l'ordre, veillaient au grain. Les manifestants, quant à eux, étaient conviés à une autre concertation tripartite qui visiblement réglerait définitivement cette querelle sociale pour un retour à la normale au sein de cet hôtel de référence de la capitale économique du Cameroun, Douala. Et une autre manifestation qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle du 22 septembre 2020 où le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été assigné à résidence. On a vu le rapport des experts de l'ONU. Après ce rapport, la réaction immédiate du gouvernement camerounais par son porte-parole, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, qui parle du respect scrupuleux des lois camerounaises. Reportage. Les experts des droits de l'homme ont formellement demandé à Yaoundé la libération de l'opposant Maurice Kamto, ainsi que tous ceux arrêtés lors des manifestations du 22 septembre. Ils ont également exigé de cesser l'intimidation à l'encontre des militants politiques. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement camerounais a refusé de se plier à cette nouvelle pression internationale, indiquant que le Cameroun est un état de droit où les réunions, les manifestations publiques sont régies par des lois en vertu desquelles les marches programmées du 22 septembre 2020 par le mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interdites au motif qu'elles n'avaient rien de pacifique et qu'elles étaient de nature à trouver gravement l'ordre public. Par ailleurs, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, dans sa dernière sortie, a rappelé dans le communiqué que le gouvernement de la République ni le peuple camerounais dans sa grande majorité n'entendent s'accommoder indéfiniment des agissements intempestifs d'un leader politique mal avisé et de son parti en perdition qui se sont volontairement mis en marche du champ du jeu politique, du fait de faux calculs et de décisions insensées et hasardeuses. Un extrait de ce communiqué rendu public le 12 octobre 2020 par les experts, rapporteurs spéciaux et par le groupe de travail sur la détention arbitraire et les disparitions forcées ou volontaires du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet de procédures judiciaires régulièrement initiées à l'encontre de certains responsables et partisans du MRC est une prise de position partiale, subjective et biaisée. Fin de citation. Selon le porte-parole du gouvernement, les contre-vérités gravement relayées par le biais de certains médias internationaux, et ce soit par une pure méconnaissance de la réalité des faits, soit tout juste par simple exploitation du flux de fausses informations, de supputations ou autres allégations mensongères distillées par des sympathisants du MRC, appellent à des clarifications sans équivoque. Le ministre de la Communication, dans ce communiqué, a terminé ses propos en précisant que la situation des régions anglophones du nord et du sud-ouest Cameroun connaît une évolution positive, réelle, et que tout est mis en œuvre par le gouvernement sous la très haute impulsion du président de la République pour parvenir à un retour définitif de la paix à une vie normale dans ces deux régions. Et à partir du 15 octobre 2020, tout achat de téléphone portable et tablette est assujetti à une taxe de 33%. Une décision qui vient de la loi de finances 2020 continue de faire des gorges froides. Nos reporters Patrick Nguagnan et Patrice Foucault sont allés à la rencontre de quelques Camerounais. Voici leur réaction. La taxe douanière sur les téléphones et les tablettes qui est entrée en application ce 15 octobre 2020 est très mal perçue par certains acteurs de la société civile qui voient en elle une autre forme de paupérisation des populations. Vraiment, les 33% que le gouvernement veut imposer a déjà imposé sur le dédouanement des téléphones portables. Vraiment, c'est un appauvrissement des populations. Déjà, avec le modernisme, chaque Camerounais se fait des efforts pour avoir un téléphone portable. Je ne sais pas pourquoi on doit encore imposer des impôts sur le portable. Je ne sais pas, où on veut juste enrichir l'opérateur, où on veut appauvrir les Camerounais, je ne comprends pas. Le gouvernement ne devait pas accepter cet état de choses. En effet, chaque utilisateur de téléphone neuf
devraient payer des droits de douane d'une valeur de 33% en fonction de la valeur du téléphone acheté. Simple application de la loi des finances en vigueur, retorque le magistrat municipal Raymond Biri. C'est une loi qui a fait l'objet de légifération au niveau du Parlement par les députés. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de prendre une telle décision, non. Nos parlementaires ont légiféré. Et puis il faut dire que tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, on essaye de trouver des moyens, surtout en situation de crise comme celle-ci. Vous n'ignorez pas la situation de notre pays. Une nécessité de rechercher des niches fiscales semble être une autre raison évoquée pour soutenir cette taxation. C'est-à-dire que l'impact sur le budget du Cameroun, et c'est tout à fait normal qu'on aille chercher comme ça d'autres niches fiscales. Aujourd'hui, un certain nombre de pays se développent essentiellement des secteurs du numérique. Alors si on peut aller taxer, pourquoi pas, pour permettre le développement de notre pays tout simplement sur les téléphones. Pour ceux qui s'acquièrent des téléphones d'une certaine qualité, je ne trouve pas le problème. Si cet argent, cette taxe peut nous permettre tout simplement de nous développer, d'améliorer les conditions de vie des populations, je ne vois pas où est le problème. Surtout que cela a été légiféré par notre Assemblée tout simplement. Que si on a voté cette loi, si on a instauré cette taxe, si on a vu l'importance non seulement de faire ça pour avoir de l'argent dans les caisses de l'État, parce que nous avons besoin de l'argent, on parle de projets d'investissement, on parle d'accompagner l'État. Et ma foi, si le consommateur peut payer, le consommateur va payer, mais si le consommateur peut payer, on ne paiera pas. Et on n'est pas obligé d'avoir le téléphone. En attendant donc que cette loi soit une fois de plus étudiée par les parlementaires, comme voulu par certains citoyens, les uns et les autres devront s'y plier, car la loi est dure, mais c'est la loi. Et contentieux préélectoral en vue des élections régionales du 6 décembre 2020, le tribunal administratif de Douala, Bonanjo, rend sa copie la liste des candidatures du commandement traditionnel d'une CAM et du Mongo de l'UPC réhabilité par cette juridiction compétente. Les précisions de Frédéric Motomé et Patrice Foucault. Au tribunal administratif de Douala-Bonanjo ce 14 octobre 2020, le rôle du greffe fait état d'une audience de règlement du contentieux des candidatures à l'élection des conseillers régionaux. La première raison peut tenir du genre d'élection. C'est une élection indirecte avec peu de candidats. La deuxième raison peut tenir de la qualité de la conception des listes de candidatures. C'est-à-dire que les listes de candidatures peuvent se présenter de sorte qu'il n'y ait pas beaucoup à redire là-dessus. Et l'autre justification peut venir de ce que il y a des gens dont les dossiers ont été rejetés et qui ont simplement pris note de ce rejet-là. D'ailleurs, dans la salle des audiences, les requérants et leurs conseils sont en place. C'est le cas de l'Union des populations du Cameroun, dont la liste présentée dans le Vouri est rejetée par Elections Cameroun. À ce scrutin a été réhabilité. Le droit a été dit. Nous avons régulièrement déposé nos listes au général et on était très étonnés de voir que les camarades rejeté la liste. Nous avons fait le recours et nous sommes contents que le recours ait abouti. Quant aux requêtes formulées dans le département du Mongo par leur majesté Djengue et Moukete, celles-ci ont été jugées non fondées par le tribunal administratif. Les deux listes restent tout de même en compétition dans ce département car conformes aux dispositions du code électoral. Dans le département d'Unkam, par contre, la requête de Sa Majesté Benga est déclarée non fondée. Sa liste devra affronter celle de Sa Majesté Edimo Alexandre. Je crois que le tribunal a dit on est satisfait. Et le combat commence maintenant. De quel combat? Celui de la compétition. Parce que j'ai eu l'impression que la liste concurrente fuyait la compétition. Ben, on va compétir. Maintenant, les chefs vont choisir la liste qui est la meilleure. Pour
les responsables d'élections Cameroun de la région du littoral, le droit a été dit à la grande satisfaction des différents candidats et du conseil électoral qui a travaillé sur la base des dispositions légales en matière électorale. Je pense que le conseil électoral a, comme on dit, si vous me permettez le terme, a fait le job. C'est-à-dire que l'essentiel des requêtes nous ont donné raison. Vous comprenez. Donc après cette audience, nous disons simplement que le processus continue. Et nous allons passer à autre chose parce qu'il s'agit maintenant de préparer le 6 décembre. Donc c'est une étape qui a été traversée. Les fortunes ont été assez diverses. Pour nous, c'est plutôt heureux. Et pour les autres requérants, il y en a qui ont eu raison, d'autres ont eu tort. Et la compétition est donc ouverte. Le contentieux préélectoral des élections régionales désormais bouclé, place à la préparation efficiente du scrutin à proprement parler prévu le 6 décembre 2020 prochain, précédé d'une campagne électorale. Et des élections régionales qui vont donc accélérer ou participer au processus de décentralisation au Cameroun. Et concernant justement la décentralisation, c'est un ministre de la décentralisation et du développement local satisfait du processus de décentralisation dans la région de l'extrême nord, principalement la ville de Maroua. Il est allé à la rencontre des forces vives de cette partie du pays et des autorités administratives. Le reportage de Patrice Guagnan. La ville de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, s'invite à la table du processus de décentralisation et reçoit en grande pompe le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Olanga Obam, qui a visité tour à tour les bâtiments qui devront probablement abriter le siège du conseil régional dans l'extrême nord du Cameroun. Il a par la suite tenu une réunion avec les membres et autorités administratives de la ville pour situer les uns et les autres sur la nécessité de travailler en synergie pour le bien de tous. J'ai eu un échange avec le maire de la région de l'extrême nord, au début en présence des autorités administratives, pour bien rappeler le rôle que l'État joue dans le processus de la décentralisation, parce que la tutelle est exercée par les autorités administratives. L'idée étant que les maires comprennent que s'ils veulent réussir leur mission, il faut s'appuyer sur le représentant de l'État qui est le préfet et sur les démembrements des administrations qui sont leurs partenaires. Ensuite, nous avons échangé sur des questions d'intérêt. Il s'est agi de nous assurer que les maires reçoivent les justes félicitations qu'ils méritent au regard de leur contribution décisive dans la lutte contre le Covid. Les questions liées à l'état civil et à la citoyenneté étaient aussi à l'ordre du jour. Vous savez comment sont prégnantes les questions liées à l'état civil dans cette partie du pays. Nous avons également eu un échange pour chercher les voies et les moyens de faire en sorte que l'état civil soit maîtrisé ici et que la citoyenneté camerounaise soit préservée. Il y a eu quelques questions à connotation purement locale, certains maires ayant des préoccupations que nous avons évoquées avec eux. Globalement, nous avons expliqué aux maires que l'État travaille à les encourager, à les soutenir. La situation particulière de l'extrême nord commande des solutions spéciales. Un certain nombre sont à l'étude et le chef de l'État rendra public les décisions qui seront prises pour venir en appui, en soutien aux collectivités territoriales de cette partie du pays. Les collectivités territoriales de l'extrême nord, avec en tête de file les magistrats municipaux, saluent cette initiative, somme toute inédite. Ce qu'il faut retenir, c'est la détermination du ministre dans l'accompagnement des collectivités de l'extrême nord. Il l'a dit d'ailleurs. Et la deuxième chose qu'il va falloir retenir, c'est la relation avec l'autorité administrative. C'est fondamental dans la réussite de nos missions. Et pour mon avis, c'est les deux choses les plus essentielles que nous avons retenues. Et seulement qu'on peut penser à une troisième chose. Les choses peuvent se régler au niveau local en mettant, n'est-ce pas, en place un dialogue à profit des collectivités. La gestion du fonds spécial alloué aux collectivités est aussi une priorité. Une véritable préoccupation qui a trouvé solution d'ailleurs dans les propos du ministre, c'est la gestion du fonds spécial, les 4% des CAC qui sont cantonnés au niveau de FECOM.
Et il nous a rassuré que des mécanismes sont mis en place pour que dans les jours qui suivent, la répartition, n'est-ce pas, des moyens pour nous accompagner non seulement dans la lutte contre le Covid, mais de considérer également nos difficultés comme des zones sinistrées et des communes limitrophes, n'est-ce pas, aux différents pays que vous connaissez, c'est-à-dire le Tchad, le Nigeria, et voilà. La région de l'extrême nord, comme les autres régions du Cameroun, s'achemine tout doucement, mais sûrement, vers une décentralisation effective. Et du sport dans ce journal, les stades réquisitionnés dans le cadre de la riposte de la pandémie coronavirus sont en train d'être démantelés et le ministre de la Santé publique de Dr Manoda Malachi est allé lui-même assister aux travaux de démantèlement de ces stades qui serviront de cadre du championnat d'Afrique des Nations. Les précisions d'Amambris Ngomo et Laurent Visngoué. Autrefois aménagé pour la prise en charge des patients du Covid-19, le stade militaire de Ngouekele est en train d'être démantelé. Sur l'espace spécialisé, employés et camions de l'entreprise en charge du démantèlement du dispositif installé s'activent. Sous l'œil attentif du ministre de la Santé publique. Je suis venu me rassurer que les équipements sont bel et bien en train d'être démantelés. Alors, ce que je vois, c'est que nous sommes, lorsque j'ai interrogé ceux qui travaillent sur le site, nous sommes à environ 80% du niveau de démantèlement. Vous savez que c'est ici qu'on avait les infrastructures assez lourdes pour pouvoir tenir contre cette terrible pandémie. Et donc nous sommes à peu près à 80% en travaillant toute la journée d'aujourd'hui et certainement la nuit. Je pense qu'on aura dès demain complètement libéré le stade militaire. L'on se souvient que c'est sous instruction du chef de l'État que le ministre de la Santé publique avait réquisitionné ce stade de football pour la mise en place d'un centre anti-coronavirus, compte tenu du nombre croissant de cas testés positifs. Aujourd'hui, la pandémie semble avoir été maîtrisée, mais le ministre de la Santé préfère jouer la carte de la prudence. Le démantèlement ne devrait pas donner l'information à qui que ce soit que le Covid est fini. Ici, c'est parce que nous avons une autre contrainte qui est celui du champ, que nous tenons à, j'allais dire, à nous déporter ailleurs qu'ici, au niveau du stade simplement. Mais le Covid reste bel et bien là. Les menaces sont plus que jamais, d'ailleurs, aux portes du Cameroun. Et donc nous devons renforcer le respect des mesures barrières et porter systématiquement nos masques. Les entreprises en charge des travaux de réhabilitation de l'aire de jeu pourront désormais engager les travaux de manière à pouvoir livrer dans le délai. En attendant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations prévu en janvier, une mission d'inspection de la Confédération africaine de football sera au Cameroun pour évaluer le niveau de préparation du Cameroun. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Retrouvez l'actualité ce vendredi à 7h55 dans le cadre de la matinale Coco et Cori. À 13h, le journal de la mi-journée présenté par Zobel Apollini Mbong. À 17h30, le journal en langue anglaise. Et à 19h45, le grand format de l'édition de l'Information. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments à la suite de nos programmes. Au revoir à tous.